Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur El Mararibia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Nous allons passer quelques minutes ensemble avec nos invités et nous allons revenir sur l'actualité en Algérie. Merci pour votre fidélité et comme chaque soir, on ne vous remerciera jamais assez pour les images, les informations que vous nous envoyez, puis les éléments de réponse, les réflexions de réponse que vous apportez sur les réseaux sociaux qui nous permettent justement de lancer les débats et les réflexions sur nos plateaux. Une pensée ce soir à tous les disparus dans le cadre de la Covid qui sévit toujours et aussi dans le cadre de ces incendies, même si dernièrement on en parle peu, eh bien il y a de plus en plus de disparus, il y a encore malheureusement des enterrements et puis il y a des familles surtout qui sont déchirées, meurtries à vie et puis il y a toute une faune, un environnement, il y a des images qui tournent sur les réseaux sociaux pleines d'émotions, pleines d'avenir, pleines d'espoir où on a des jeunes, des personnes âgées, des familles entières qui sont en train de reboiser, notamment les régions de la Kabylie qui ont été touchées par ces incendies. Au programme ce soir, alors je vais juste demander à mes collègues, s'il vous plaît, que je salue, de me couper l'oreillette. La période estivale donc touche à sa fin. Hier lundi, le président Tebboune a réuni un conseil des ministres extraordinaire. Un conseil des ministres qui revient notamment dans le cadre des 50 engagements du programme du chef de l'État. Avant son élection, 8 axes ont été mis sur la table. Tout d'abord, celui qui fait énormément réagir aujourd'hui, c'est la consolidation de l'état de droit et de la gouvernance rénovée. Ce mot de consolidation qui suscite énormément de réflexion puisque s'il y a consolidation, c'est-à-dire qu'il y a un état de droit en Algérie et on sait très bien que dans le cadre de nos plateaux, des militants, syndicats ou autres, eh bien, ce terme d'état de droit est remis en question. Modernisation de la justice et renforcement de son indépendance et des principes qu'elle garantit conformément aux dispositions de la Constitution. On verra aussi la modernisation du système bancaire financier, réforme du secteur public marchand par exemple. D'autres annonces, on y reviendra tout à l'heure. Celle-là qui est très importante aussi, approvisionnement des citoyens en eau à travers l'ensemble du territoire national. De bonnes nouvelles, on va en débattre ce soir justement. Poursuite de l'interconnexion des barrages, exploitation des eaux souterraines dormantes, etc. On y revient tout à l'heure. Développement en pleine crise sanitaire, voilà ce qu'annonce le chef de l'État hier en Conseil des ministres. Développement du système de santé, amélioration de la qualité de l'enseignement à quelques jours de la rentrée et garantie de la qualité de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Alors des questions se posent bien évidemment derrière ce Conseil des ministres extraordinaire. Quelles sont et où sont les décisions, les actions concrètes? Quel plan d'action précis et détaillé, échéancier, calendrier, plan financier, comment ces 8 axes notamment vont se mettre en place dans les semaines et les mois à venir? Quelles priorités pour la rentrée au niveau scolaire, santé, la pandémie, l'emploi, le pouvoir d'achat? On va en parler ce soir avec nos invités, notamment en direct d'Algérie. Il y a eu donc un conseil des ministres en cette veille de rentrée, prévu le 21 septembre prochain pour les écoliers. Quelles ont été les annonces principales? On y reviendra. La nouvelle Algérie tant annoncée par le président Tebboune était en chemin, en pleine construction? Ce sont des questions qu'on se pose. Le peuple en bénéficie-t-il aujourd'hui? On rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune est en place maintenant depuis le 12 2019. On viendra aussi sur la nouvelle stratégie d'Abderrahmane Ben Bouzid, qui est le ministre de la Santé. Voilà ce qu'il dit, je cite, « Des staffs médicaux seront mobilisés ainsi que des autocars dotés de tous les moyens nécessaires pour sillonner les villages. » Ce sont des bonnes nouvelles et cités en vue de vacciner un maximum d'Algériens. Les équipes médicales travailleront, et oui, d'arrache-pied, 24 heures sur 24, y compris les week-ends. Et puis on parlera de cette rentrée scolaire le 21 septembre, mais vous l'avez vu, ça sera le titre qui va s'afficher dans quelques instants, une rentrée sur fond de crise sociale. À peine sortie donc de l'eau, de cette crise de l'eau, puisque ça continue encore, de l'oxygène, et bien une nouvelle crise se pointe, c'est celle du pain. Les citoyens de plusieurs wilayas du pays commencent à se plaindre de la pénurie du pain subventionné, notamment ce pain qui se vend aux alentours de 7,50 voire 10 dinars. Il y en a pour beaucoup de wilayas seulement en matinée et après midi, après 13 heures, eh bien c'est ce qu'on appelle en Algérie les pains spéciaux que proposent les boulangers. Ce sont des pains
un peu plus amélioré, fait autrement, mais qui coûte 15, 20, 25 dinars. Donc quand on sait que le SMIC en Algérie est aux alentours de 20 000 dinars, bien évidemment, il y a des conséquences sur le pouvoir d'achat. On commence par une note positive, elle s'appelle Shirin Abdellaoui. Elle est médaillée d'or des Jeux paralympiques, notamment à Tokyo, 52 kilos, elle est judoka. On va vivre ensemble ces quelques images et on se retrouve tout de suite avec nos invités. Voilà, un peu de sourire pour commencer cette émission avec ce titre, Algérie, 2 points, une rentrée sur fond de crise sociale, puisque vous le savez, en Algérie, il y a énormément de difficultés. Le peuple algérien vit actuellement énormément de difficultés pour subvenir à ses besoins. Hassan Herej, docteur en sciences économiques, analyste politique, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe d'El Marabia, aux téléspectateurs et bonsoir à mon ami, votre invité. Que vous pouvez présenter. Je vous laisse vous le présenter. Et puis notre ami au téléphone. Très bien, merci pour le suspense. Boukhalifa Ben Mammar, merci d'être là, journaliste, militant politique. Merci pour votre présence. Bonsoir Chavan, merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe de la chaîne, à vos auditeurs qui vous accompagnent, qui sont de plus en plus nombreux et notre ami Hassan ici présent qui va nous apporter quand même pas mal d'éclairage comme d'habitude. Merci infiniment, il est en Algérie fidèle aussi, il est important de l'avoir. Secrétaire général du SATEF, Boualem Amoura, bonsoir. Bonsoir, je pense que j'ai un petit problème de réseau, mais Marie. Bonsoir donc à tout le monde, bonsoir à nos invités, bonsoir à la diaspora, à notre diaspora, sans oublier les travailleurs bien sûr d'El Marabia et merci de votre invitation. Merci infiniment, Boualem Amoura, syndicaliste. On devrait avoir, alors elle est en pleine conférence, notamment jusqu'à 20h, heure d'Algérie, mais on devrait peut-être avoir Nassera Dutour, présidente notamment de SOS Disparu, on devait l'avoir hier. Elle était très prise dans cette journée internationale. On voulait aussi rendre hommage encore ce soir aux disparus. Nous essayons régulièrement ici au sein de votre chaîne de parler des différentes thématiques, de poser des questions et aussi de vous permettre à vous, chères téléspectatrices, de vous apporter un peu de réflexion, quelques réponses, tant bien que mal. Messieurs, on va commencer par cette image. On parlait il y a quelques semaines des Jeux Olympiques. Là, actuellement, ce sont les Jeux paralympiques. On sait très bien qu'en Algérie, il y a des difficultés. On ne remet pas en question les athlètes. Il y en avait une quarantaine qui se sont rendus en Algérie sans médaille, mais malheureusement, on sait très bien que la formation sportive, les conditions, les salaires, les moyens, etc. Ça c'est une parenthèse, mais quand on voit cette image, ça nous fait, il y a un peu de baume au cœur, tout de même, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. D'abord, nous la félicitons, cette dame, Abdellaoui, c'est ça? C'est ça. Et donc, bravo, félicitations. J'espère qu'elle sera un exemple, un modèle pour la jeunesse algérienne. Parce que réussir dans le domaine sportif, c'est aussi important que tous d'autres domaines, scolaires, économiques, etc. Un peuple, une nation sportive, c'est un équilibre psychologique de plus, un équilibre physique de plus. Et ça doit vraiment être une discipline à part entière dans les écoles, dans les quartiers, dans les villages, etc. Je trouve que jusque-là, malheureusement, depuis 1962, il y a une négligence. Je pense que le sport, la musique, le théâtre et tout ça doivent venir ou revenir sur la scène scolaire, la scène universitaire et la scène de la société, tout simplement. Ça fait partie de l'équilibre à la fois culturel, historique et psychologique d'une société. Un mot, Boualem. Pas qu'un mot, c'est que chez nous, face à l'adversité, nos femmes sont vaillantes. Parce que ce qu'elle a fait va vraiment à l'encontre de tous les préjugés qui sont en train quand même de céder du terrain dans notre pays. La championne olympique est en train de dire aussi quelque part le code de la famille, on n'en veut pas. Quelque part que la femme est l'égale de l'homme, n'en déplaise aux ultra-conservateurs, aux crypto-conservateurs de tout poil.
Moi, c'est ma conviction profonde. Et en tous les cas, c'est l'image qui se dégage de celle-là. Encore une fois, au-delà de l'exacerbation du sentiment de fierté que l'on peut avoir, mais aussi c'est une lecture qui s'impose d'elle-même. Aujourd'hui, cette réalité-là, il ne faut plus la voiler, il ne faut pas la transcender dans le mauvais sens. Je pense qu'aussi, ça accompagne ce que l'on est en train de vivre depuis le 19 février et les lames de fond de toutes les luttes pour l'émancipation de la citoyenne algérienne. Boualem Amoura, pareil, vous êtes en Algérie, il y a cette belle jeunesse, il y a ces sportifs, ces sportives. On sait que le sport en Algérie, ça permet aussi de s'évader. Il y a énormément de talents, encore une fois, qui exercent dans des conditions particulières parce qu'il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi avoir les moyens. Mais avant de vous interroger, de rentrer aussi dans les autres actualités de ce soir, vous êtes aussi fier d'avoir cette jeune femme en 52 kilos qui, je rappelle, donc, est championne olympique, Chirine Abdellaoui. Et bien sûr, comment dirais-je, c'est une lueur d'espoir dans un monde sombre, avec toutes les tensions que nous vivons en Algérie, sur tout ce qui s'est passé durant cet été, de voir ces gens-là à besoins spécifiques nous honorer. Parce qu'on a vu le premier groupe qui n'a ramené aucune médaille et pourtant ils ont dépensé des milliards. C'est ce que nous disons à chaque fois, qu'il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui peuvent relever le défi. Permettez-moi de le dire en kabyle. Donc nous devons avoir toujours de l'espoir. Elle est là pour qu'on laisse le peuple algérien dégager son génie. On parlait M. Hiresh parlait des années 60-70. Oui, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les sports de masse. Dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on pratiquait vraiment le sport. C'est pas comme maintenant, la matière éducation physique et sportive, elle est isolée, elle est écartée. D'ailleurs, on va rentrer après dans le système éducatif. Vous allez trouver dans les années 70, on a eu de grands sportifs dans tous les domaines. Malheureusement, ces derniers temps, tout a été brisé dans ce pays, tous les secteurs. Mais on va y revenir. Bien sûr, félicitons Abdellaoui, nous la félicitons et nous disons encore une fois qu'il y a encore des sports possibles. On va prendre quelques minutes, même si c'est une actualité qui est passée il y a quelques heures, mais je sais que Boualem Amoura, vous êtes exprimé là-dessus. On va regarder ici l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. On est en 99, il avait fait serment que Tamazight, je cite, ne sera jamais langue officielle et que si elle devait être langue nationale, il faudra d'abord l'approbation du peuple. Il faut savoir qu'en janvier 2016, donc retournement de situation, comme quoi les choses évoluent. La langue tamazight a été reconnue deuxième langue nationale, mais depuis quelques jours, ça suscite polémique, notamment dans le cadre des programmes scolaires. La rentrée scolaire, c'est le 21 septembre. Et comme vous êtes aussi intéressé au sujet, Boualem Amoura, je vais vous interpeller là-dessus et puis aussi nos invités sur le plateau. Il n'y a plus de chapeau à Amazigh et je suis venu ici crever votre ballon de baudruche. Si, je dis bien si, Amazigh devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire. Et si elle devait devenir langue nationale, c'est par avoir et secondaire que tout le peuple algérien y doit tromper. Donc en 2016, retournement de situation. Le 12 août dernier, voilà. Ah oui, bien sûr, justement, c'est la... Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'observer la gestuelle. Oui, oui, mais je vais vous donner la parole. Ah oui. Okay. Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça, Hassan Hiresh, et merci encore une fois. Juste pour dire aux téléspectateurs que le 12 août dernier, donc, Abdelmajid Tebboune s'est adressé à la nation dans un discours pour mettre en garde contre les démons de la division. Et cette interrogation, notamment, cette annonce du ministère de l'Éducation, donc, a suscité
suscité polémique. Il faut savoir que depuis, donc, il y a une décision que j'annonçais hier. Il y aura donc une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et le Haut Commissariat de la Mazarité. Donc une annonce qui suscite polémique, incompréhension de cette décision du ministère de l'Éducation nationale. Voilà ce que dit donc le Haut Commissariat de la Mazarité. La deuxième langue officielle de l'Algérie se retrouve avec le même statut que le dessin et les autres matières facultatives au moment où des langues étrangères comme le français et les Anglais ont conservé leur statut. Boualem Amoura, je vais commencer par vous, comme en général je commence toujours par nos invités d'Algérie. C'est quoi? Vous êtes longuement exprimé. C'est une maladresse ou c'est vraiment un recul sur les évolutions? On sait très bien qu'aujourd'hui, la Mazarité pose problème, la Kabylie pose problème, et c'est une lutte maintenant depuis plusieurs décennies, cette langue amazigh. Alors c'est un recul ou c'est vraiment une maladresse et les choses vont rentrer dans l'ordre? Je peux dire qu'ils ont choisi la solution la plus facile. C'est d'expurger l'enseignement de la langue tamazight du programme officiel de l'emploi du temps des élèves. Pourquoi? Parce que dans le planning de cette année, ils ont augmenté la durée de la séance. L'année passée, c'était 45 minutes et cette année, ils sont passés à 1 heure. Donc, avec 1 heure de durée d'une séance, ils n'avaient pas assez d'espace et de temps pour placer toutes les matières. Eh bien, une idée ingénieuse est revenue dans la tête, c'est d'expurger, de dégager, si je peux permettre, l'enseignement de la langue tamazight en dehors de l'emploi du temps officiel des élèves. Je vous donne un exemple pour que les gens comprennent. Par exemple, un groupe, il a cours le matin. Il ne va pas retrouver dans son emploi du temps de 8h à midi tamazight, mais il va le retrouver l'après-midi, alors que lui, à midi, il va chez lui. C'est-à-dire, il devrait revenir. Et nous savons que les élèves, quand ils sortent, ils ne reviennent pas. Si le lendemain matin, il n'a pas cours, il a l'après-midi, on lui place tamazight la matinée. Et vous savez bien que l'élève ne viendrait pas pour 1 heure la matinée. Donc, ils ont trouvé la solution la plus facile. Mais là, moi, je le dis, en ces temps de tension, nous avons tous vu ce qui s'est passé durant ces incendies. Et la violence verbale qui s'en est suivie sur les réseaux sociaux et dans la presse, même une certaine presse, moi j'avais dit que nous n'avons pas besoin de cette provocation en ces moments de violence. Nous avons beaucoup plus besoin d'un apaisement. Je ne sais pas comment... Boualem Amoura, nous avons apparemment des problèmes de réseau. Alors je vais voir si vous êtes toujours en ligne, sinon on va essayer par téléphone. Boualem Amoura, alors vous parlez de provocation, mais il y a une réponse tout de même, il y a une justification du ministère de l'Éducation en disant que les emplois du temps, les horaires, on a perdu du temps dans le cadre des adaptations sur la crise sanitaire. C'est une raison qu'ils ont évoquée. Alors vous parlez de provocation. Comment vous analysez, quelle vision vous avez sur cet argument? Non, moi, quand je parle de tamazight, c'est un acquis, il est irréversible. On ne pourra pas revenir dessus. Monsieur Hirash, un ancien militant de tamazight bien avant les années 80, et après 40 ans, je vais dire ça, 40 ans de lutte, avec tout ce qui s'est passé depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, on ne pourra pas balayer d'un revers de main comme ça et passer tout ce que nous avons fait. Alors qu'au moment où les on va alors apparemment retrouver nous ce moment d'économie de cette provocation. D'ailleurs, nous avons intervenu pour que le ministre revoie sa copie, et je pense que c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est revenu à la séance de 45 minutes, comme l'année passée, donc par voie de conséquence, tamazight doit reprendre sa place. Vous parlez du HCA. Le HCA, c'est une structure qui a été passée au Conseil à la Mazarité. Ils n'ont pas refait leurs élections depuis juin 1998. Ils n'ont pas intervenu. Boualem Amoura, je vous propose qu'on vous rappelle, car il y a énormément de décalage. Pour parler un peu en argot, on a pas mal de bugs. On va vous rappeler, vous terminerez vos propos sur cette première thématique. Hassan Hirash, c'est vrai que vous êtes défenseur de la Mazarité. En Algérie, elle a été reconnue, langue
deuxième langue nationale en 2016. Question directe, c'est de la provocation ou c'est vraiment pour réaménager, pour essayer de satisfaire un peu toutes les matières et puis de proposer un programme de qualité aux élèves? Non, très franchement, je pense que c'est de l'ignorance. Parce qu'un ministre qui ne connaît pas son dossier, qui ne connaît pas son sujet, évidemment, va marginaliser une matière, notamment une langue ancestrale, une langue déjà d'au moins un tiers de la population algérienne, sans compter que en réalité, c'est la totalité du peuple algérien, puisque c'est leur langue ancestrale. Et d'un point de vue psychologique, quand un enfant va être éduqué dans une langue qui n'est pas la sienne, il est d'ores et déjà brimé, il est déjà exclu, marginalisé, il subit un choc psychologique extrêmement important pour son développement psychique, pour son développement cognitif, pour son développement au niveau des apprentissages, etc. Donc, je crois que ce ministre n'a pas du tout sa place. Il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Très honnêtement, il devrait tout simplement consulter donc des pour pédagogues. Vous, excusez-moi de l'expression, c'est quoi? C'est une boulette? Il a mal fait En fait, il y a un climat global. Il y a un climat global, anti-Amazigh, etc., d'un certain nombre de clans. Je ne dis pas que c'est toute l'administration, que c'est tout le pouvoir, etc., etc. Je ne suis pas du genre à généraliser, mais il y a des clans qui sont contre la majorité pour des raisons idéologiques, mais qui ignorent totalement la portée sociale, la portée psychologique, la portée politique, géoculturelle, etc. Donc il y a un débat qui doit être mené par rapport justement à la place que doit avoir Tamazight. Il ne suffit pas d'avoir 1 heure ou 2 heures par semaine ou même 3 heures, etc. C'est-à-dire l'enfant dans la langue parentale et Tamazight doit étudier au moins jusqu'en classe de BEM, depuis l'école élémentaire jusqu'au BEM, il doit apprendre toutes les matières dans sa langue. Mais dans le fond, et on va écouter aussi Boukhalifa Ben Mammar dans quelques secondes, mais dans le fond, ce sont des luttes qui durent maintenant depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui pose problème? Parce que là, effectivement, on peut parler de maladresse, vous parliez d'ignorance ou d'une méconnaissance d'un dossier, mais on a quand même régulièrement cette amazirité qui revient un peu sous forme de problématiques, d'interrogations, peut-être de méprisance. Pourquoi ça pose autant de problèmes alors que ça pourrait être une langue? C'est une langue algérienne. Oui, mais ça pourrait être une langue. Mais quand je veux dire une langue, ça pourrait être une deuxième langue. Ça pourrait être une deuxième langue comme on peut avoir en France, anglais, espagnol. Oui, ça devrait être une première langue. Dans les régions, en Kabylie, dans le Mzab, dans les Oresh, dans le chinois. Et qu'est-ce qui pose problème ça devrait être la première langue. Ouais. Moi, je pense que c'est un problème idéologique, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais départ dès l'indépendance. Les Algériens le savent maintenant de plus en plus. Le tandem putschiste Ben Bella Bouharouba s'est arrimé tout de suite à l'idéologie nassérienne, panarabiste. Il y a une idéologie ethnique et puis du socialisme arabe. Ça, c'était les années 60-70. Ce qui fait que tout ce qui était en dehors, justement, de ce concept d'arabocentrisme était exclu, marginalisé, voire combattu. Et donc, les élites politiques, si le mot élite convenait, aussi bien le FLN en Algérie que l'Istiqlal au Maroc, eh ben, ces élites politiques-là ont refusé carrément de prendre en charge, de prendre en considération leur propre langue. Il y a une espèce de déni, il y a des travaux là-dessus avec Frantz Fanon, avec Boussebsi, etc., qui montrent très bien justement que c'est un problème d'aliénation. Et encore une fois, que c'est un danger pour la nation. Un danger parce que des millions d'enfants ne peuvent pas étudier dans leur propre langue, ce qui fait qu'il y a une espèce de hiatus entre l'institution familiale et l'institution scolaire. Et lorsqu'il y a un hiatus entre ces deux institutions, ça
ne peut générer que des conflits. Moi, je dirais qu'il faut même réfléchir... Je vous laisse finir là-dessus. Oui, finir là-dessus. Il faut réfléchir très sérieusement à la prise en compte de l'arabe nord-africain, de l'arabe algérien, de Derja, qui est la langue des deux tiers des Algériens. La plus oui, utilisée. Parce que l'arabe standard n'est la langue d'aucune famille algérienne. Et donc, il y a vraiment... Je vous laisse vraiment terminer là-dessus. Voilà, il y a un débat à mener là-dessus. Boalem, une réaction, est-ce que c'est de l'ignorance, est-ce que c'est de la maladresse, est-ce que c'est peut-être une volonté, mais on sait qu'en 2016, il y a eu un retournement de situation sous l'ancien chef de l'État, mais est-ce que c'est peut-être une volonté, à un moment donné, de mettre fin à cette langue en Algérie? Alors, si on prend le problème, on va le circonscrire au début au ministère de l'Éducation. Donc le ministère de l'Éducation a toujours été amazirophobe et conservateur. Il faut appeler un chat un chat. C'est l'idéologie qui a toujours pris les rênes de la décision au niveau de l'éducation. Cette décision est toujours prise sous les bons auspices du pouvoir central. Rien n'a y changé. Donc depuis 4 ans, 5 ans, même 6 ans, quand on voit qu'on est en train de convoquer la figure du zouave et tous les dérivés, donc ça n'est pas anodin, ça n'est pas anodin. Aujourd'hui, ce type de comportement, c'est juste un élément, c'est juste un variable dans le discours politique du régime qui est en panne d'imagination. Est-ce que c'est le bon moment? On est en train de vivre une période difficile. La Kabylie, cette belle région d'Algérie, la Kabylie qui est touchée. Est-ce que c'était vraiment le bon moment de... Ça participe à tout ça. C'est sensible comme sujet. J'apprends rien à personne. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que moi, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt et dire que le sujet est sensible. Non, c'est crucial. Parce qu'il y va de la fragmentation de la société, du vivre ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de mes concitoyens sont en train de se poser la question, à juste titre d'ailleurs, ne faudrait-il pas refonder la nation algérienne sur d'autres paradigmes? Parce que quand on a eu le président qui est né d'un coup de force durant la crise de l'été 62, qui n'est autre que Ben Bella, qui proclamait à la face du monde entier que nous étions des Arabes, donc avec tout le poids politique que ça pouvait avoir à l'époque, et les relents qu'on entend aujourd'hui avec une décision, c'est même pas une décision, c'est un balançant en fait. Et puis cette décision et ce volte-face sont révélateurs aussi d'un bricolage. Mais la question centrale aujourd'hui, qui sert de variable d'ajustement dans le discours politique du régime, c'est bien la Kabylie et son pendant, la langue tamazight. Très honnêtement, moi je pense que ce ministre il devrait démissionner. Il n'est pas à la hauteur, il est en train d'attiser un feu qui déjà est insupportable pour l'Algérie. L'Algérie est en ébullition et il apporte encore de l'huile sur le feu. C'est extrêmement dangereux pour l'Algérie. Boalem Amoura, qui est de retour avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? A priori, oui. Oui, extra. Merci, très bien. Bon, vous pouvez bien évidemment terminer sur ce que vous disiez autour de cette actualité. Je voulais vraiment y revenir avec vous trois, car vous avez une vraie légitimité. Mais je voudrais aussi qu'on revienne un peu maintenant sur cette thématique principale, cette crise sociale, cette rentrée du 21 septembre. Si je ne me trompe pas, le 7 septembre, c'est le corps professoral qui fait son entrée, notamment en Algérie. Et puis on va revenir, puisque c'est lié un peu à ces annonces du chef de l'État hier dans le cadre de ce conseil extraordinaire des ministres. Boalem Amoura, d'un point de vue général, comment se situe le pays en termes de pouvoir d'achat, de crise sociale dans les grandes lignes? Et puis on rentrera bien évidemment dans le détail, notamment au niveau de cette rentrée, au niveau de cette vaccination de la farine et du pain notamment qui pose problème. Ce n'est pas qu'en septembre qu'il y a cette érosion du pouvoir d'achat. Nous remercions le Maghrébien qui nous a donné l'occasion, bien avant septembre 2021, pour parler de l'érosion du pouvoir d'achat des travailleurs algériens. Là, ça ne fait que s'aggraver. Pourquoi ça s'aggrave? Parce que
à comparer entre la rentrée sociale et scolaire de l'année passée et cette rentrée scolaire, il y a encore cette année ce variant Delta qui est plus virulent que celui de l'année passée. Il y a aussi cette crise aiguë de l'eau. Vous parlez qu'elle est partie. Non, elle n'est pas partie. La crise de l'eau, elle s'aggrave encore plus. Elle va s'aggraver parce qu'il n'y a pas d'hiver. Nous sommes en plein mois d'août et maintenant nous allons rentrer au mois de septembre. Il n'y a pas d'eau. Donc, où chercher cette eau? Ou comment appliquer ce protocole sanitaire dans les établissements scolaires quand il y a un déficit en eau? Quand nous savons que les collectivités locales, sur 1541 mairies APC, communes, 1300 APC, elles sont déficitaires. C'est-à-dire que les écoles primaires dépendent des collectivités locales, elles-mêmes qui sont déficitaires. Donc elles ne pourront pas faire face ou bien alimenter les écoles primaires en eau. Ils n'ont pas assez de citernes et tout le matériel nécessaire. Donc je disais que cette année, c'est encore pire que l'année passée. Ajoutez à cela, dans certaines régions, là où il y a eu des incendies, comme à Tizouzou, Béjaïa et Skikda, parce qu'on n'en parle pas, c'est Dimzrich, Omtob, Boucheta, des familles sont encore logées dans des établissements scolaires. Et la rentrée, comme vous le dites, ce sera demain pour le corps administratif, le 7 pour les enseignants et le 21 pour les élèves. Qui nous garantit que ces familles-là vont libérer ces classes avant le 21 septembre? Parce qu'aussi, il faut désinfecter. Il faut désinfecter les classes. Est-ce qu'ils ont commencé? Je le dis, j'assume ce que je dis. Pas encore, on n'a pas encore commencé. Pour certains, PAPC et tout, ils sont toujours en vacances, même pour les collèges et les lycées. Donc, je parle du pouvoir d'achat. Eh bien, ajoutez à cela chaque année les fournitures scolaires, le prix des fournitures scolaires, il augmente. Cette année, les prix, ils ont augmenté de 20 à 30%. Alors que nous avons 67% de la population algérienne qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, je donne un exemple. Pour un trousseau scolaire d'un élève au primaire, vous devriez avoir 10 000 dinars pour un seul enfant. Imaginez que vous avez trois enfants, vous êtes à 30 000 dinars et vous touchez, comme vous dites, le SMIC, il est à 18 000 dinars. Où est-ce que vous allez ramener la différence? En octroie, je m'excuse de prendre un petit peu de votre temps parce que c'est la rentrée. On octroie chaque année 5 000 dinars pour les élèves issus de familles nécessiteuses. Eh bien, je vous apprends, tout le monde le sait, et c'est une information vérifiée et vérifiable, je suis dans le domaine. L'année passée, certains élèves l'ont reçu au mois de février. On parle d'une prime de rentrée scolaire. Au mois de septembre, ils l'aperçoivent au mois de février. C'est 5 000 dinars. C'est insuffisant, mais quand même. Nous allons demander à ce qu'il l'améliore. Il augmente. Je veux dire augmenter, mais la recevoir à la fin de l'année, cela ne s'appelle plus une prime de scolarité. Il faut que les parents la reçoivent minimum 20 jours avant la rentrée scolaire, au 20 août, au plus tard 25 août de l'année. Je sais qu'elle est insuffisante, mais malheureusement, elle n'est pas versée au moment opportun. Et aussi, il faut revoir la manière de l'octroyer. Il y a beaucoup de gens, des parasites, qui ont bénéficié. C'est le rôle de l'État, de faire un tri pour que, au lieu, peut-être, si on fait un tri pour les vrais nécessiteux, au lieu qu'on leur octroie 5 000 dinars, peut-être qu'on ira vers 10 000 dinars. Là, c'est le rôle de l'État. Donc, je vous ai fait un tableau de la rentrée. Nous allons rentrer avec un déficit en enseignants. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, paix à leurs âmes, il y a beaucoup de travailleurs de l'éducation qui sont décédés durant cet été. C'est-à-dire que nous allons rentrer, nous allons trouver des enseignants, des directeurs qui ne vont pas rejoindre leur poste. Et bien sûr, il faut les remplacer. Et pour le moment, le ministère refuse d'organiser un concours malgré que l'ex-ministre Adjaoud avait annoncé l'organisation d'un concours pour les enseignants. Voilà. Restez avec nous. Oui. On va y revenir dans le détail. C'est pour ça que je voulais vraiment vous asseoir. Merci pour votre fidélité, car vous êtes sur le terrain et vous
Voilà, vous maîtrisez totalement ce sujet. Hassan Herash, Boukhalifa Ben Mamal, vous pouvez réagir bien sûr sur les mots et les analyses, puis les faits surtout, hein, le concret que vivent les Algériens et les Algériennes. Mais je voudrais aussi qu'on fasse un lien direct avec ce Conseil des ministres extraordinaire hier, où le chef de l'État, de bonne volonté, revient sur ses axes. Voilà, la consolidation de l'État de droit, qui revient, bien sûr, qui fait polémique, modernisation de la justice, on parle aussi d'une augmentation du pouvoir d'achat, amélioration de la prise en charge des catégories les plus vulnérables. Ce sont des sujets que vient d'évoquer Boualem Amoura, syndicaliste, développement du système de santé. Il y a plusieurs annonces comme ça qui sont faites. Bon, il y a des questions qui se posent aujourd'hui parce qu'on n'a pas spécialement un plan d'action précis, détaillé, un échéancier, un plan financier, comment tout ça va se dérouler. Quand vous lisez ces 8 axes, toutes ces annonces, alors que concrètement, d'après ce que nous dit et ce que vit Boualem Amoura, est-ce qu'il existe réellement cet état de droit? Est-ce que réellement il y a des choses qui se passent et qui se mettent en place? Moi, je suis extrêmement inquiet pour l'Algérie parce que des vœux comme ça, on en connaît depuis 1962 et c'est resté des vœux pieux. C'est-à-dire on aligne un certain nombre d'idées comme ça ou de vœux et finalement, on voit très bien. D'ailleurs, il n'y a aucun chiffre, aussi bien par rapport à la justice, par rapport à la relance économique, par rapport aux problèmes de l'eau, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation nationale. Ça vient d'être dit par notre ami Boualem Amoura, qui maîtrise, lui, par contre, très bien son dossier. Donc, on est totalement inquiet. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait véritablement une réconciliation entre les institutions et la société, que l'on puisse aborder avec confiance. Mais vous parlez de réconciliation, il y a une bonne volonté, je me fais un peu l'avocat du diable, mais là il y a une volonté concrète, il y a des choses précises qui sont annoncées, et à la fois, qu'est-ce que vous ressentez? Un décalage un peu entre ce Conseil des ministres qui est beau, avec tous ces dirigeants politiques qui font, notamment du gouvernement, qui font des annonces, et la réalité. Pourquoi de telles annonces alors aussi qu'on entend Boualem Amoura qui, je vais lui poser la question juste derrière, mais qui dit la réalité sur le terrain c'est celle-là, et puis à la fois effectivement sur le Conseil des ministres c'est celui-là. Ce que veulent les Algériens, ce ne sont pas des beaux mots, de belles phrases. Ce que veulent les Algériens, c'est des actes concrets. Alors, quand on nous dit modernisation de la justice, renforcement de son indépendance, etc., qu'elle soit conforme à la Constitution, etc., quels sont les actes concrets qui vont être pris dès demain matin? C'est-à-dire la libération des prisonniers. Moi, je ne comprends pas comment des prisonniers d'opinion, aussi bien des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des journalistes, soit en prison parce que tout simplement ils ont exprimé leur idée, ils ont exprimé un projet de société, ils ont exprimé une refondation de l'État, ainsi de suite. Je pense par exemple à Hamou Boumdine, Bouaziz Aïtchebib, qui sont des hommes extraordinaires au niveau de la responsabilité, au niveau de leur projet pour l'Algérie. Et ils croupissent en prison alors que, dans la période que nous vivons, ils peuvent apporter beaucoup autour d'eux. Ce président, il a parlé de cette nouvelle... On libère Nordine et Hamouda, et je le salue, et nous sommes tous bien contents, mais rien n'est dit autour de cela. Est-ce qu'il est libéré provisoirement? Est-ce qu'il est acquitté? Est-ce que finalement... est-ce que l'État s'excuse auprès de lui parce qu'il a été enfermé pour vraiment aucune raison objective, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que le gouvernement Tebboune va faire des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion? C'est ça l'adéquation avec la Constitution. Comment on a vu des prévenus, enfin des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des incendies qu'il y a eu, et puis des centaines de gens qui ont été calcinés, on les a exhibés, ce qui est totalement contraire à la Constitution, parce qu'ils sont présumés innocents.
Et alors, qu'est-ce qu'il compte faire avec tout ça? Parce que là, il y a une volonté vraiment de modernisation et de renforcement de l'indépendance de la justice. Avant de donner la parole à quel mécanisme? Ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils nous disent quels sont les mécanismes qui vont être pris en compte, mis en place. C'est-à-dire, par exemple, la nomination des juges, le rôle du syndicat des magistrats, la promotion de ces magistrats, l'indépendance effectivement de ces magistrats, comment dire, le droit des avocats d'intervenir, etc., etc. Moi, je ne suis pas un juriste, mais il est évident qu'aujourd'hui, la justice algérienne est complètement sinistrée. Et c'est totalement dramatique. Tant qu'on n'a pas une justice véritablement indépendante, efficace, tant qu'on n'a pas de contre-pouvoir avec la presse libre, totalement libre, tant qu'on n'a pas une police, une gendarmerie, un service du renseignement bien formé, on ne peut pas aller vers la nouvelle Algérie qu'ils sont en train de prôner, ce n'est pas possible. Boualem, Boukhalifa, décidément, pourtant on se connaît. Boukhalifa Ben Mammar, quand vous lisez ce Conseil des ministres extraordinaire, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu'il a été élu, il a parlé de cette nouvelle Algérie. Vous la voyez, vous la vivez, vous, cette nouvelle Algérie, aujourd'hui, 2 ans après? Non, pas du tout. Il a déroulé plutôt une ligne de sa vision de la nouvelle Algérie que moi, je ne partage pas. Je ne pourrais pas faire le commentaire de ce qui a été fait en dehors de ce que notre ami Hassan a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est une enfilade de perles. Ils sont en train d'enfiler des perles. Moi, je n'y crois pas aux promesses faites par un régime, de toute façon, qui a perdu toute légitimité. Et pour la crédibilité, il faudra repasser aussi à l'autre jour. Donc moi, la simple liste que je pourrais dérouler, c'est celle à laquelle j'adhère et qui a été exprimée par les citoyens algériens de manière très forte depuis le 19 février. C'est-à-dire que ce régime ne lui reste que la possibilité de négocier le départ des gens qui sont... Moi, je ne crois pas à la réforme de ce régime. Je ne crois pas à la réforme de ce régime. Il pourra peut-être constituer une partie dans la transition. Il n'est pas la solution, c'est le problème. Il ne pourra pas s'amender, il ne pourra pas se réformer. Pour moi, ce régime, c'est le passé. C'est le passé. Donc, les institutions à naître, à imaginer, viendront d'un compromis historique qui se fera entre les Algériens et leur vision et leur capacité à se projeter vers le futur. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Conseil exceptionnel des ministres, refondation d'une nouvelle action de la justice, on est en face de quoi ? On a plus de 250 détenus d'opinion et de prisonniers politiques en Algérie. On a 2 organisations politiques qui sont classées comme étant des organisations terroristes. On a des demandes d'extradition qui sont faites en Espagne et en France. Des journalistes en plus. Voilà. Donc, c'est quoi? Mais de qui se moque-t-on? On est en train de se moquer non, je pense qu'aussi, il y a un minimum de décence que ce pouvoir, par ses différents représentants, devrait observer. On crée une crise en contexte géopolitique avec le voisin marocain. Je dis, moi je ne prends pas fait et cause ni pour l'un ni pour l'autre. Pour moi, parce que les 2 systèmes sont nés de la même matrice. La matrice du pouvoir marocain et du pouvoir algérien qui sont basés sur l'abstraction qu'ils ont voulu faire autour de l'anthropologie réelle de l'Afrique du Nord, donc en commençant par nier l'existence de la dimension amazigh de ces États-là, et on peut dérouler tous les systèmes de caste et de bureaucratie. Quand j'entends notre ami Boualem Mamoura qui parle de la rentrée de la prime scolaire, il suffit juste de prélever 10% du budget de l'armée, 10% du budget de l'armée, 5 points à la limite, même pas 10%.
de ponctionner cette corruption régalienne qui échappe complètement à tous les radars, je peux vous dire que le problème serait peut-être résolu. Donc je ne peux pas aujourd'hui commenter ces décisions parce que je pense que la refondation de l'Algérie de demain, mais pas celle de M. Tebboune et ses comparses, je ne pourrais pas apporter le commentaire. Moi, par exemple, ce qui m'inquiète, juste ce point-là. Là, il voulait complètement exclure la langue tamazight du système scolaire. Et puis, dans leur, justement, Conseil des ministres, il y a ce point-là, consécration, renforcement et protection des fondements de l'identité algérienne au singulier et de la mémoire au singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une mise en application, justement, de ce singulier. Alors que nous sommes, justement, dans un pays absolument pluriel. Avec nous, puisqu'elle est en conférence, notamment dans le cadre de cette grande journée aussi internationale des disparus. Nassera Dutour, bonsoir. Rebonsoir, on s'est eu au téléphone. Rebonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est moi, c'est un honneur. On voulait absolument vous avoir hier. Vous étiez très prise. Voilà, je voulais aussi avoir un peu votre témoignage. Notamment hier, vous avez annoncé que le rassemblement en Algérie de ces mamans, de ces familles qui maintenant subissent le non-savoir, la douleur depuis plusieurs décennies de leur famille, de leurs proches disparus. Donc ça a été totalement évacué par les mères de famille, notamment été évacué par les forces de l'ordre. Vous pouvez revenir là-dessus. Et puis un mot sur pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse. Pourquoi ce sujet-là, il est totalement fermé et hermétique? Pourquoi? Parce que les autorités algériennes en place ne veulent pas faire la vérité. C'est tout simplement ça. Ils ne veulent pas. Ils ont peur de la vérité. Bouteflika, à l'époque, nous avait dit la vérité est amère. Mais ce que nous vivons, nous avons répondu, c'est ce que nous vivons, nous, les familles de disparus, qui est amère. La vérité, quelle qu'elle soit, elle est peut-être amère, mais on l'acceptera, malheureusement, mais on a besoin de savoir. Nous voulons savoir ce qu'ils ont fait de nos enfants, pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir ce qu'ils ont fait d'eux, pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir pourquoi ils ont été arrêtés, pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait nos enfants, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit de les voir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à un avocat, pourquoi ils n'ont pas eu le droit à une justice, pourquoi ils n'ont pas eu le droit à un procès équitable, et pourquoi. Et moi, mon fils a disparu depuis maintenant 24 ans. C'est lourd à dire 24 ans, ça va faire 25 ans même. Et ça fait 25 ans que je me pose la question. Où est mon fils? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Et moi, en tant que mère, je dirais que mon fils est encore vivant. Je ne veux pas qu'il soit mort. Je ne veux pas qu'on me dise qu'il soit mort. Mais malheureusement, s'il est mort, comme dit Bouteflika aussi, dans une des allocutions, il a dit « Je ne vais pas les ressusciter ». On ne demande pas de les ressusciter, malheureusement. Il ne peut pas, ce n'est pas en son pouvoir. Mais ce qui est en son pouvoir de faire, ce qui était en son pouvoir de faire à l'époque, c'est de nous donner des réponses à nos questions, de savoir ce qu'ils ont fait de nos enfants, où est-ce qu'ils les ont mis, et s'ils sont morts, ils nous rendent les corps. Qu'on nous donne les corps, c'est tout. Je veux qu'on nous donne les corps. Je veux savoir où est mon fils, son squelette, je veux qu'il soit identifié, et être sûr que c'est mon fils qui est dans cette tombe, ou dans ce charnier, ou dans cette fosse commune. Je veux savoir. Il est mort, d'accord, ok, ils sont tous morts, on ne va pas les ressusciter. Vous n'allez pas les ressusciter, ça c'est clair, ce n'est pas en votre pouvoir. Mais votre pouvoir est de nous dire la vérité et de nous rendre justice. Nous sommes en train de nous battre contre ce déni de justice. Nous nous battons continuellement, jour et nuit, contre ce déni de justice. Nous voulons savoir, et nous voulons que les auteurs payent, qu'ils soient poursuivis en justice, quels qu'ils soient poursuivis par la justice, et qu'ils aient nous, on demande un procès équitable à toutes ces personnes. Et chaque personne doit être jugée selon le crime qu'il a commis et doit être condamnée selon le crime qu'il a commis. Maintenant, s'il y a ces familles qui veulent pardonner, libre aux familles de pardonner si elles peuvent le pardonner. Mais moi, je ne dirais toujours, comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas pardonner à qui ne me demande pas pardon.
Nassera Dutour de Cassion, merci d'être présente parce que c'est toujours difficile et puis vous êtes concernée avec votre enfant. Pourquoi est-ce que, alors excusez-moi du pourquoi effectivement parce que vous n'avez pas spécialement les réponses. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État et toutes ses équipes ont la possibilité de répondre à cette question ou alors est-ce qu'ils n'ont pas du tout d'éléments peut-être? Et selon vous, qu'est-ce qui fait peur à ressurgir ce dossier? Qu'est-ce qui les mettrait en danger aujourd'hui? Est-ce que ça les déstabiliserait par exemple? Et puis troisième question, et puis après je vous libère, j'espère que voilà, c'est pas trop. Est-ce que vous avez tout de même des contacts tout au long de l'année avec le service des enquêtes qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous réconfortent? Je parle là vraiment des hautes instances de l'État. La première question me surprend un peu parce que qui c'est qui a les éléments de réponse? Ce sont les autorités en place qui ont les éléments de réponse, pas nous. Nous savons qui a enlevé nos enfants. Nous avons des dossiers où les personnes ont suivi la trace. Moi, j'ai suivi la trace de mon fils pendant 2 mois. Et puis, c'était fini. Oui, la question, c'est de savoir, selon vous... C'est ce qu'on a écrit dans l'article. Oui, selon vous, excusez-moi. Ouais. Ouvrez les archives. Il y a des réponses dedans. D'accord. Donc, ils ont les réponses. Nous avons une partie de la vérité. C'est l'autre partie que nous voulons connaître. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi? Comment? Ils sont morts sous la torture. Rendez-nous les corps. Qu'est-ce qu'on a? Quel est notre pouvoir de les poursuivre? En tout cas, selon vous, ils ont les réponses. Selon vous, ils ont ces éléments-là. Bien sûr qu'ils ont les réponses. Bien sûr. Puisqu'on sait dans plusieurs cas, on sait qui a enlevé. On sait, Barraqi, mon fils a disparu de Barraqi. Et à Barraqi, le commandant Barak, maintenant il est mort malheureusement pour nous. Et c'est lui qui a dirigé l'opération de cette personne qui a été arrêtée le même jour. Le commandant Barak est très connu à Barraqi, de la caserne de Barraqi. On a un autre d'Aïn Nadja, j'ai perdu son nom, aussi, qui est à l'auteur de plusieurs arrestations. Nous avons dans la wilaya de Tipaza, dans certaines communes, où le commandant Zoubir de la gendarmerie de Tipaza a été aussi à l'origine d'arrestations qui ont été suivies de disparitions. À Rélisène, nous avons aussi des gardes communaux qui ont été à l'origine, ce qu'on appelle les DEC à l'époque, qui ont été à l'origine d'arrestations. Nassera, avant de vous libérer, est-ce que de temps en temps, est-ce que vous avez quand même un contact avec les hautes autorités de l'État? Alors, je ne sais pas quel secteur pourrait se charger de ce dossier, le service des enquêtes. Est-ce que vous les rencontrez tout de même? Est-ce qu'ils vous apportent quelques éléments de réponse, un certain réconfort tout de même? Ils nous ignorent. Ils pensent que la charte pour la paix et la réconciliation nationale, enfin, ils veulent faire croire au monde entier que la charte a réglé tous les problèmes. Mais nous, d'ailleurs, on va toujours, tous les ans, on organise le 29 septembre des événements pour protester contre cette charte. Ils croient qu'avec cette charte, ils ont fermé le dossier. Mais, alhamdoulilah, le dossier Hada, il n'est pas fermé. On l'a gardé ouvert. Nous avons réussi à le garder ouvert au niveau des instances nationales, au niveau des instances internationales. Aujourd'hui, dans un cas, la justice a répondu que ce n'était plus du ressort de la justice, parce que l'article 45 dit. L'article 45 dit qu'on nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation. Donc, mais ils nous ignorent. Mais nous, on continue dans ce combat. On continue. On a été reçus à l'époque quand il y avait la Commission nationale pour la protection des droits de l'homme. C'est un grand titre, hein. Mais il nous a reçus le président nous a reçus à plusieurs reprises, nous sommes pléniers. Sincèrement, il a été correct avec nous, il nous a respectés et tout. Mais il a dit qu'il avait les mains liées, qu'il ne pouvait pas avoir il n'avait pas plus de pouvoir. Un dernier mot, Nassera Dutour. Je fais appel à la militante, à celle qui connaît bien ce dossier, parce que vous militez depuis plusieurs années. Selon vous, c'est quoi? C'est pour aller vite, c'est de la méchanceté gratuite ou qu'est-ce qui fait peur pour les hautes autorités, les hautes instances de l'État de vous donner ces réponses? Ça déstabiliserait le pays, par exemple? Enfin, le pays, en tout cas, les hautes autorités. Qu'est-ce qui les déstabilise? Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui les empêche de vous répondre? Ce qui leur fait peur, c'est la vérité.
parce qu'ils sont coupables. Santini a dit plusieurs fois en 2005, l'État est responsable mais pas coupable. Et nous lui avons répondu que l'État est coupable. Il a dit que ce sont des agents isolés qui ont agi individuellement. Mais des agents isolés qui agissent individuellement, ils ne viennent pas à 20, à 30 pour arrêter une personne et qui encerclent la maison, ou qui encerclent l'immeuble, ou qui encerclent tout le quartier en tenue militaire ou en tenue policière. Qui enlève la personne. 6146 cas, il a dit 6146 cas du fait des agents de l'État, mais ces agents ont agi individuellement, pardon. Et qu'ils étaient isolés, qu'ils ont désobéi à leur chef. Alors, 6146 personnes qui désobéissent à leur chef, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cet État? Hein, s'il n'a plus le pouvoir de contrôler les forces étatiques, donc il vaut mieux qu'il se retire et qu'il laisse ce que dit le Hirak. Nassera Dutour, merci infiniment d'avoir pris du temps voilà, c'est un honneur de vous avoir à chaque fois. Il était vraiment important que je puisse vous inviter quelques minutes. Bonne continuation, bon courage. Tant bien que mal, on essaye tout de même de parler un maximum des disparus. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez bien sûr soutenir les réseaux sociaux, le site internet, la page Facebook. Messieurs, vous allez pouvoir réagir si vous le souhaitez bien sûr derrière cette tragédie qui dure maintenant depuis plusieurs années. On va aussi revenir sur la thématique de la crise sociale. Tout à l'heure, Boualem Amoura nous parlait de ce trousseau de rentrée scolaire qui est aux alentours de 10 000 dinars. Vous allez voir ici, notamment ici, des vendeurs, des commerciaux, des personnes qui nous parlent de cette augmentation. Ça devrait arriver incessamment sous peu. C'est la 4. بالنسبة للبلاستيك والورق وما شابه ذلك وكل الأدوات المدرسية عرفت نوعا ما ارتفاع، ولكن هذا الارتفاع متفاوت. إذا نظرنا للأدوات المدرسية الصدمة الكبرى تكون في الكراس هذه السنة، باعتبار أنه هو المصدر الأول للطالب، وثانيا نشوفوا بأن بعض الأسعار تاع الكراريس ما عرفتش استقرار في السوق. إذا السعر تاع الكراس مثلا للحق 35 دينار كراس القسم في سوق الجملة، يعني في المكتبة يلحق 45 أو 50 دينار. هاجس أسعار الأدوات المدرسية. ما نشوفش هكا كلش على ضربة، اشاك فوا نجو حاجة نجو من داك نجو نديرو كراريس، من داك نديرو ستيلوات، كتابات، كل ما يكون عندي نجي ندي لها حاجة. بعض الأولياء يتعمدوا يشروا في وسط العطلة الصيفية في الوقت الحالي، مادام الأسعار مازال ما تحددتش على حقيقتها. ممكن دوكا كي يدخل شهر سبتمبر إن شاء الله. Boualem Amoura, à votre tour, bon, vous êtes syndicaliste, donc vous militez aussi. Vous avez certainement lu un peu les annonces du chef de l'État hier. Il parle tout de même voilà, d'une augmentation et soutien du pouvoir d'achat, amélioration de la prise en charge des catégories les plus vulnérables. Il parle aussi de cette allocation de chômage et valorisée dans le plan d'action du gouvernement comme prévu. Vous y croyez, vous, à ces annonces? Et est-ce que depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis l'arrivée du chef de l'État, vous la ressentez tout de même, cette nouvelle Algérie? Il y a de la bonne volonté dans ces annonces. Oui, mais comme dit l'adage déjà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On a beau annoncer, faire des annonces comme ça, mais je ne vous apprends rien en vous disant que c'est la 2e fois qu'il fait cette annonce d'augmentation du pouvoir d'achat, d'amélioration du pouvoir d'achat, parce qu'il avait déjà fait, il avait instruit le ministère de l'Éducation le mois de mai dernier afin d'ouvrir des discussions, même pas des négociations, avec les partenaires sociaux. C'est ce qui a été fait. Moi-même, j'ai été avec les membres de mon bureau national le 27 mai dernier, sans aucune conviction, parce que je savais déjà que l'ex-ministre va partir. Je savais que c'était pour gagner du temps. Je savais que c'était pour briser, parce qu'à l'époque, au mois de mai, avril-mai, on avait lancé des actions de protestation, des grèves, des sit-ins et tout. Donc c'était pour un petit peu calmer la situation, pour avoir la paix sociale. D'ailleurs, on a été, durant cette réunion, on n'avait pas discuté de ce pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que ce problème ou ce dossier du pouvoir d'achat
il n'est pas né de l'année 2021. Depuis plus de 10 ans que nous parlons de ça, de l'érosion du pouvoir d'achat. Nous l'avons soumis à chaque fois dans nos grèves, la plateforme de revendication pour les ministres précédents, qui nous répondent que ce n'est pas de leur prérogative que d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est du ressort et c'est de la responsabilité du gouvernement. Pardon. Nous leur répondons à chaque fois que vous êtes membre du gouvernement, à vous de défendre les travailleurs de l'éducation durant le conseil du gouvernement. Chose qui n'a jamais été faite. Maintenant, faire des annonces comme ça pour aller vers une rentrée scolaire tranquille, entre guillemets, ça ne peut pas, comme on dit en arabe, ça n'engraisse pas personne. Donc on a besoin du concret. Parce qu'aujourd'hui, quand on avait discuté de l'amélioration du pouvoir d'achat, on ressort le statut des enseignants, dont parlait au mois de début mai le Tebboune. Alors qu'il n'existe pas dans le secteur de l'éducation ou de la fonction publique, il n'y a pas de statut de l'enseignant. Il y a un statut particulier de tous les travailleurs de l'éducation. Donc déjà, il y a une vice de forme. Et puis, Malish, nous avons dit que nous allons vous faire des propositions, parce que nous ne sommes pas là pour critiquer, entre guillemets, nous sommes des partenaires sociaux, nous faisons des propositions. Eh bien, on avait demandé à ce qu'il y ait, depuis le mois de mai, une augmentation des primes que nous recevons. Par exemple, l'indemnité pédagogique, la prime de rendement et toutes les autres primes, parce que ces primes-là, elles sont spécifiques au secteur de l'éducation, certaines primes. Mais malheureusement, depuis le mois de mai, rien n'a été fait. Il y a un ministre qui est parti, tout content. Il avait passé une année dans le secteur de l'éducation. Il n'a rien donné. Ce ministre qui arrive, je le connais très bien. En tout cas, je n'ai jamais eu un privilège de sa part. On se respecte. Vous parliez de Tamazir. Moi, je sais qu'ils l'ont eu. Pourquoi? Parce que je sais qu'à son arrivée, la situation elle est explosive au sein même du ministère. Parce que j'ai eu à discuter de ce problème de Tamazir dans la wilaya de Ain Timouchen en 2020 lorsqu'il était ministre. Il avait intervenu. Donc là, même à l'intérieur même de ce ministère, il y a des clans, comme tous les secteurs et dans toute l'Algérie. Il arrive, il trouve des mines. Il est en train de marcher sur des mines. On l'a eu sur ce problème-là. Mais ce que je dis là, oui. Je termine, oui. La rentrée sociale, elle ne sera pas tranquille. Très bien, je voudrais après juste derrière vous entendre parce que vous êtes sur le terrain, notamment sur ces vaccinations et l'annonce très positive d'Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre de la Santé, avec ses staffs médicaux mobilisés H24 avec des cars qui vont sillonner les villages. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour vacciner un maximum d'Algériens. Et Boualem Amoura, on parlera aussi de cette situation de la farine et du pain. Hassan Herash. Peut-être des remarques sur ce que vous... Je voudrais réagir sur ce qu'avait dit la dame de tout à l'heure. Nassira Dutour, parce que c'est un épisode extrêmement douloureux. On ne peut pas faire deuil quand effectivement son enfant... Quand on ne sait pas. Absolument. Donc, et des choses peuvent être faites, doivent être faites. On a vu comment Bouteflika avait répondu à plusieurs reprises d'une façon totalement méprisante, arrogante et tout ça. Et je me souviens qu'il avait dit à une femme qui l'avait interpellé en disant « Mais votre fils n'est pas dans ma poche », et tout ça. Des trucs vraiment absolument abracadabrants. Je veux dire, c'est insupportable. Ça, c'est pas nouveau, mais est-ce que vous, c'est bien qu'on s'arrête là-dessus aussi, est-ce que, question vraiment anodine et sincère, est-ce que vraiment, avec les années ont passé, on se souvient des années, la décennie noire, quand même dans un contexte particulier, un mouvement, etc. Est-ce qu'ils ont ces réponses-là? Est-ce qu'il y a réellement des archives, selon vous? Moi, je suis convaincu, oui. Il ne peut pas avoir autant de tragédies sans qu'il y ait une possibilité, ou bien alors l'État n'existe pas. Les services de renseignement n'existent pas. Aussi bien les renseignements militaires que les renseignements de la police, de la gendarmerie, etc. Ça veut dire tout simplement que l'Algérie est en danger. Si on n'a pas
une justice, un service de renseignement efficace, aussi bien au niveau de l'armée, au niveau de la police, de la gendarmerie, ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que l'Algérie est totalement vulnérable. Donc, je pense que c'est avec ça qu'on peut donner une preuve au peuple algérien que nous avons ces services-là qui peuvent être orientés non pas pour emprisonner des innocents, mais qui peuvent être orientés au contraire pour clarifier des situations de ce genre, pour sortir de l'anonymat, de l'obscurité, de la non-transparence, etc. Nous avons besoin, non pas d'une charte de réconciliation sur papier, dans le verbe, mais réellement dans les faits, c'est-à-dire vraiment des cas concrets. Il y a des familles qui sont endeuillées et qui continuent aujourd'hui d'être endeuillées. Je rappelle que Karima Naït Sid a été kidnappé et son frère avait lancé un appel pour dire voilà, je rentre chez ma soeur, il a appelé la police, il a appelé les pompiers, etc. Et cette femme a disparu. Et c'est 3 ou 4 jours après qu'on sait que finalement elle était aux mains des services de sécurité et qu'ils l'ont remise aux mains d'un procureur. Elle n'est pas encore passée d'ailleurs devant le juge. Son mandat, son respect vraiment des lois, son respect de la Constitution, rien. Mais alors c'est absolument, ça veut dire qu'on est en train de continuer cette politique qui a justement plongé l'Algérie vraiment dans des tragédies qui suivent les tragédies, etc. Aucune génération d'Algériens n'a été épargné. C'est des guerres depuis maintenant 5 siècles. Vous parliez de justice. Alors je ne sais pas si vous avez prévu d'intervenir sur d'autres points, mais je voulais aussi avoir votre avis sur le procureur la semaine dernière qui s'est exprimé, notamment autour de l'affaire de Jamel Ben Smaïn, cet assassinat avec toutes ces personnes aujourd'hui inculpées. Certains sont recherchés, d'autres en mandat d'arrêt, dont le MAC et son président Mahni. Vous pensez qu'aujourd'hui, les 215 personnes disparues, décédées dans le cadre des feux, aujourd'hui, effectivement, on n'en parle pas, en tout cas, on n'entend pas de précision là-dessus. Vous pensez que ça sera une affaire classée aujourd'hui, ou est-ce que dans quelques jours, on aura un procureur qui parlera et qui donnera des éléments et qui donnera aussi des réponses aux familles de ces 215 personnes décédées dans le cadre de ces incendies annoncé criminel par le ministre de l'Intérieur? Ça va être justement un signal que doit envoyer l'équipe de Tebboune à la société algérienne. Ou bien cette affaire est tirée au clair, parce qu'on a vu les contradictions déjà avec le chef de la police judiciaire et le procureur. On a vu les contradictions dans les discours, dans la description des faits. On a vu la circulation des vidéos très très nombreuses et qui ne correspondent pas du tout aux mesures qui ont été prises, arrestation tout azimut. On a exhibé des présumés innocents comme des animaux sauvages, etc. Mais c'est absolument grave. Je veux dire, si la nouvelle Algérie... Vous pensez, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a parlé d'une des commissions d'enquête précises sur les feux, il a évoqué là-dessus. Est-ce que vous y croyez? C'est ce que je dis, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de faits concrets, de choses concrètes, si ça reste comme en 2001. En 2001, il y avait une enquête. Le professeur Issad, le professeur Issad avait fait une enquête sérieuse avec des avocats qui étaient autour de lui, etc. Cette documentation-là existe. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Ça fait maintenant 20 ans, jour pour jour. Eh bien, les 128 morts assassinés par des gendarmes, je dis bien assassinés, on leur a tiré derrière le dos. Eh bien, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu justice? Est-ce qu'il y a eu des condamnations? Le général Boustila est mort tranquille dans un hôpital parisien. Nordin Zarhouni, qui a même qualifié Germah Massinissa, le jeune élève de terminale, qui était connu dans tout son village, dans toute la daïra, qui était un élève sérieux, travailleur, etc. Il l'a qualifié de voyou. C'est absolument insupportable. Ce Zarhouni, il est mort tranquille dans un hôpital canadien, etc., comme si de rien n'était. C'est-à-dire, et là, comment voulez-vous que le peuple algérien ait confiance dans cette justice, ait confiance dans cette police, ait confiance dans cette gendarmerie, ait confiance dans ces services du renseignement, etc.
C'est absolument le moment de montrer d'une façon concrète qu'il y a une volonté de changement, qu'il y a une volonté de refondation, qui doit avoir effectivement indépendance totale de la justice, indépendance totale des médias, et des contre-pouvoirs qui sont consacrés dans les démocraties que l'on connaît. Il n'est pas possible aujourd'hui de continuer à ce que les Algériens vivent tragédie sur tragédie dans l'impunité totale. Boukhalifa Benmamar, une réaction si vous voulez sur bien évidemment ces disparus. C'est un dossier lourd, plein de douleurs, des familles qui attendent. Et puis la même question, le procureur, tout ça c'est un peu lié, la justice, la modernisation. Ce procureur qui a fait des annonces claires, des accusations claires, des mandats d'internationaux clairs. Alors moi je voudrais juste dire d'abord que l'éthique la plus élémentaire pour tout militant politique qui se respecte, c'est de soutenir l'action de ses familles. Ça, il n'y a pas à transiger. L'exemple des femmes chiliennes qui pendant plus de 40 ans, l'exemple des femmes argentines qui pendant plus de 40 ans ont battu le pavé toutes les fins de semaine et tous les jours où elles pouvaient le faire, elles l'ont fait. Parce que la mémoire et la réconciliation et le deuil se font chacun avec leurs propres exigences. Mais la réconciliation ne peut se faire qu'avec la justice et la vérité. Et c'est pour ça que moi je considère que tout militant politique, une fois au risque de radoter, se doit d'apporter son soutien inconditionnel à cette question et à d'autres questions. L'exigence de la vérité sur les victimes du printemps noir vient de se rajouter aussi l'exigence de vérité sur les citoyens qui sont morts dans ces incendies. L'été noir, appelé maintenant. Oui, malheureusement. Mais je pense qu'aussi, ce n'est pas uniquement un glissement qui ont sémantique. été assassinés, oui, qui ont été mis sur le bûcher. À cela. Donc, au-delà, ce n'est pas un besoin de vengeance. Je pense qu'une société qui avance, c'est celle qui arrive à penser ses blessures avec la vérité, avec la justice. Donc, se détourner son regard aujourd'hui, même pour n'importe quel citoyen, de cette réalité, c'est se condamner éventuellement à son probable retour. Tout ce qui n'est pas évacué, quand on n'est plus capable d'avoir cette capacité d'indignation face à la détresse de ses congénères et de ses concitoyens, c'est-à-dire qu'on est appelé soi-même à le vivre de manière encore, avec un effet boomerang encore 10 fois, 20 fois plus important que ce qui a été vécu. Donc encore une fois, ce n'est pas quémander de la justice à un État comme celui-là. Et pour rejoindre, je suis pratiquement sûr qu'il y a des archives. Dans un État militaire comme l'État algérien, rien ne se fait en dehors de l'accord du chef. Les chaînes de commandement, c'est ce qui fait que ça se maintient, c'est parce que personne ne peut bouger, ne peut se décaler d'1 millimètre s'il n'a pas l'aval de son supérieur. C'est le principe même du fonctionnement de la hiérarchie militaire. C'est le principe de la subordination dans la hiérarchie. D'ailleurs, personnellement, si je devais suggérer quelque chose à Madame Dutour, qui a l'air d'une femme absolument alerte et responsable, c'est carrément symboliquement de prendre contact avec les grands maires de la place de Mai en Argentine et symboliquement, effectivement, de voir qu'est-ce qui peut être fait entre les deux groupes. Ça a peut-être été déjà fait, en tout cas, on lui soumettra. Boualem Amoura, je voudrais revenir avec vous sur toujours cette crise, puisque grâce à vous, on a ces éléments de réponse. Peut-être un mot sur la belle annonce du ministre Abdelrahman Ben Bouzid, que j'ai cité plusieurs fois. Donc on va avancer, place aux invités. Il nous reste 5 petites minutes d'émission. Et puis cette crise du pain, on sait que la farine, le pain, c'est quand même une denrée importante. Et ces baguettes de 7 dinars 50, 10 dinars, c'est seulement le matin, donc ça va poser aussi problème dans le cadre du pouvoir d'achat.
Oui, tout à fait. Je disais que des annonces comme ça à la télévision ou bien sûr destinées à la consommation, c'est ce verbe-là ou ce texte auxiliaire être qu'on conjugue au futur toujours en Algérie, seront. Et en arabe on dit sawfa fil ayyam al-qalila al-qadima. Moi je disais qu'il faut enlever le harf, cette lettre sin en arabe. Donc on passe aux actes, comme dit notre ami Hiresh. Maintenant, vous nous dites à chaque fois, nous allons, sawfa. Parce que je rappelle ceux qui disent comme ça que la campagne de vaccination dans le secteur de l'éducation, elle devrait commencer le 22 août dernier. Cela fait presque plus d'une semaine. Malheureusement, les centres ne sont pas encore, jusqu'à présent, disponibles. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Santé, quand il fait des annonces comme ça, et il sait bien sûr que les unités de soins, les petites unités de soins, les polycliniques, et je suis élu en même temps, au moment où je vous parle, et je discute avec les responsables de ces unités, ils ont un déficit dans le personnel de la santé. C'est-à-dire, ils n'ont pas assez de personnel pour vacciner. Ils me disent, est-ce que nous allons nous occuper des soins quotidiens ou de la vaccination ou de sillonner les villages? Donc le problème, il est là. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai des représentants à travers presque 48 wilayas. Ils me rapportent qu'il n'y a pas déjà un engouement et aussi dans certaines wilayas, ils n'ont même pas commencé dans le cadre de l'éducation. Je cite Pijaya par exemple, ils vont commencer demain. Et des fois, vous ne trouvez, il n'y a pas assez de doses. Quand on parle aussi, parce qu'il faut la première dose et la deuxième dose, les gens savent, et je dois encore donner ce chiffre-là, il y a plus de 800 000 fonctionnaires dans le secteur de l'éducation. 800 000. Est-ce que nous pouvons vacciner 800 000 travailleurs en espace de 15-20 jours? Est-ce que nous avons pour seulement les fonctionnaires de l'éducation, parce qu'il faut 2 doses, 1 600 000 doses? Est-ce que aussi, parce que le variant Delta, il touche aussi les élèves, et nous avons presque 10 millions d'élèves. Si, bien sûr, on écarte les élèves du primaire, on aura 6 500 000 élèves. Est-ce qu'on pourra les vacciner aussi, tous? Là, je dis que, d'après aussi ce ministre de la Santé, il dit aussi que nous devons aller vers la vaccination d'un maximum d'Algériens. Donc lui-même, il n'est pas convaincu d'aller vite, rapidement et tout de suite vers cette vaccination. Merci. Merci. Boualem Amoura, je crois. Merci Boualem Amoura d'avoir. Je crois qu'on vous a perdu au moment où je vous dis merci. On reviendra avec vous bien sûr sur notamment la farine, le pain, mais voilà, sachez que ça va être très difficile pour les Algériens de trouver des baguettes à 10 dinars. Et en après-midi, je vous le disais, ça sera du pain un peu spécial où on trouve ça à 15, 20, 25 dinars. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Vous avez 30 secondes chacun pour un mot d'espoir, peut-être la suite. Mot d'espoir, oui. Moi, ce qu'on veut, c'est du concret. Par exemple, là, j'interpelle le ministre de la Santé, M. Ben Bouzid. Je lui donne juste un exemple. L'hôpital Ouadrine, l'hôpital des Ouadia, ça fait exactement 7 ans qu'on a inauguré la première pierre de cet hôpital-là. Il est terminé, la bâtisse est là. À ce jour, un hôpital de 60 lits, dans la Daïra des Ouadia, un hôpital de 60 lits. Jusqu'à ce jour, il n'est pas équipé, il n'y a pas de médecins qui ont été affectés, il n'y a pas de budget, etc. C'est du bricolage. Alors que les Chinois, en 10 jours, ils ont construit 2 hôpitaux complètement, en 10 jours, complètement équipés avec des médecins, des infirmières, etc. etc. J'interpelle donc ce ministre pour des choses concrètes de ce genre. Un petit mot pour terminer. Juste un challenge pour les Algériens. Au Maroc, 1 euro, c'est 10 dirhams. Chez nous, c'est 200 dinars dans le marché parallèle. Au Maroc, vous les changez dans les services bancaires, dans les bureaux de change. Le Maroc produit le blé qu'il consomme. Chez nous, non. Merci pour ces mots d'espoir. Algérie, une rentrée sur fond de crise sociale. On aura longuement le temps d'en reparler. Les garçons, merci infiniment
Abdellah Ramzan Ahmed de m'avoir accompagné, Nesrine Tourki de l'avoir préparé à mes côtés depuis plusieurs jours. Hassan Hiraj, merci d'avoir été avec nous. Analyste politique, docteur en sciences économiques, Bou Khalfa Ben Mamar, journaliste, militant politique, et Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Et puis un grand merci à Nassera Dutour pour ses mots, et on a une pensée pour elle, pour sa famille, à toutes ses familles. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces soirées avec vous. Demain soir, Nassera Dutour. Boualem Amoura. Voilà, Boualem Amoura que j'ai évoqué. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Jamaldine Benchenouf. Quant à moi, je vous souhaite donc, prenez soin de vous. Bonne continuation sur El Maghrebiya. À bientôt.